Est-ce que je suis clair sur cette image? Est-ce que je suis clair sur ce son? Test number 2. Quality and design. Is the sound good? Is the sound good? I hope it is good. Test numéro 17. Comment est le son? Comment est le son? Dites-moi que le son est bon. Salut à toi, fidèle spectateur, ou nouveau spectateur. Bienvenue dans un nouveau format, inédit, qui me permet de t'inviter, d'une autre manière, au cœur de mon processus d'écriture et de création. De créature, pourrait-on dire. Le format s'appelle Analysons un extrait. Il consiste à se plonger dans un extrait plus ou moins long d'une de mes œuvres, ou d'une de celles à laquelle je participe, que l'on va décrypter, disséquer, détailler ensemble. Je vais vous parler de contexte, de difficultés rencontrées, de décisions, de vocabulaire, d'outils, d'astuces, d'effets de style, de rythme. Bref, en un mot comme en mille, on va analyser cet extrait. L'épisode va se dérouler ainsi. D'abord, je vais vous lire l'extrait, en l'occurrence le chapitre entier, qui est assez court, puis on va l'analyser, point par point, et enfin, on en tirera quelques remarques plus générales. Zou! Le livre sur lequel nous allons nous pencher n'est pas inconnu à ceux qui ont déjà vu les épisodes GSL précédents. Il s'agit du Geste de Roland, un livre que j'écris avec Pierre Lenéchet. Il s'agit d'un livre humoristique, qui se déroule dans un Moyen-Âge parodique. Allez, c'est parti. Bonne lecture, enfin, bonne écoute. Chapitre 2. Encore une journée à l'usine. La monstrueuse créature, les pattes campées dans d'éparses collines, vomissait toutes les flammes de l'enfer sur les bourgades alentours. Dans la fournaise, les villageois crépitaient comme du pop-corn. Le carnage absolu suivait paisiblement son cours macabre. Alors que tout semblait perdu, le chevalier Roland des Mécaniques, le plus grand super-héros que la Terre ait jamais existé, surgit, chevauchant à pleine allure son fidèle canasson avant d'en bondir, épée et brushing au vent. Quelques secondes plus tard, alors que le dragon pissait le sang par l'artère jugulaire tranchée nette, les rares rescapés, ivres morts de joie, entonnèrent un hymne fraîchement composé à la gloire de leur sauveur. Insensible à ses louanges, celui-ci avait déjà l'esprit occupé ailleurs. Sa vision aquiline lui avait permis de repérer, à quelques lieues de là, une réunion secrète entre deux pièces maîtresses d'un complot visant au renversement de l'ordre monarchique établi. En quelques fulgurantes enjambées, il rejoignit le village, fondit sur les deux intrigants, et les rois de coups tout en les ligotant fermement. Dans l'heure suivante, il déjoua 4 autres complots de ce type. Il consacra l'après-midi à mater la révolution, qui secouait le nord du pays, massacrant la quasi-totalité de la population, n'épargnant que les femmes les moins marquées par la vie, qu'il fertilisa sur le champ, afin de participer à l'effort de repeuplement. La nuit et le lendemain, il fit le même genre de choses, dans 2 autres royaumes, et s'occupa de la compta et des poubelles, pendant les temps morts. Enfin, avec la satisfaction du devoir accompli, il se mit en route vers son domaine, défiant son cheval à la course, tout en sifflotant d'insouciantes polyphonies. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, même si on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour analyser. On va mener cette analyse paragraphe par paragraphe, dans l'ordre. Et on va s'arrêter sur 33 points. J'espère que vous êtes prêts. Go! Déjà, on peut noter la sensation de gigantisme créée par la bête. Ses pattes sont campées dans d'éparses collines, elle crache des flammes sur plusieurs bourgades, plusieurs villages environnants. Donc on peut imaginer quelque chose d'absolument énorme, et c'est suggéré. À noter, la bête n'est pas nommée, en tout cas pas dans un premier temps. Cependant, on a des indices, et avant de savoir donc qu'il s'agit d'un dragon tout simplement, on possède déjà plusieurs éléments pour pouvoir le deviner à l'avance. Ses pattes notamment disent que c'est une bête énorme a priori, et bien sûr le fait qu'elle vomisse des flammes c'est tout de même un bon indice. On peut aussi noter que pour donner un style un peu plus ancien, on a eu tendance à inverser plusieurs mots. Ça donne par exemple une monstrueuse créature, ou d'éparses collines. De même, on a utilisé un vocabulaire ancien, bourgade, villageois, pour expliquer, pour poser le contexte. On peut noter l'usage de quelques superlatifs pour encore forcer le trait. On parle de toutes les flammes de l'enfer, on parle d'un carnage absolu. Notons au passage quelques gags, notamment les villageois qui crépitent comme du popcorn, et le popcorn en lui-même, qui est très anachronique. À noter enfin la phrase de fin pour conclure en beauté ce paragraphe introductif. Le carnage absolu suivait paisiblement son cours macabre. C'est drôle. On constate que le chapitre suivant est consacré à l'éruption du héros. Et on est franchement en mode super-héros Marvel américain. C'est exagéré, c'est très forcé. On peut noter à ce titre la phrase d'accroche, exactement comme dans une bande-annonce d'une super-production d'un blockbuster américain, alors que tout semblait perdu. L'arrivée du héros. Allez, au passage, on peut noter le jeu de mots sur le personnage, Roland des Mécaniques, selon la vieille expression, rouler des mécaniques, évidemment. On peut noter tout de suite l'utilisation d'une deuxième phrase cliché à mort, mais détournée et en plus avec une faute de français évidente, le plus grand super-héros que la Terre ait jamais existé. C'est magnifique. Et donc ce paragraphe constitue le premier contact qu'on a avec ce personnage, a priori exagérément charismatique, et surtout qui semble être un grand guerrier, et ça c'est décrit avec quelques mots à peine, quelques allusions. Il surgit, il bondit, il est à pleine allure, son canasson lui est fidèle, possède une épée et un brushing au vent.
Dans le paragraphe suivant, on peut noter que dans un souci de souligner l'efficacité extrême de notre héros, on saute directement aux conclusions. La bataille a priori était très rapide, elle a duré que quelques secondes. On s'est amusé à trouver une manière assez rigolote de décrire la mort du dragon, l'agonie en tout cas. On aurait pu dire le dragon agonisait dans un coin. Non, là il pisse le sang par l'artère-jugulaire, exactement comme on décrirait l'agonie d'un être humain finalement. C'est drôle, c'est drôle. Juste un petit détail, tranché net, N-E-T, c'est comme ça qu'on dit en français, on parle d'un adverbe et plus d'un adjectif, donc c'est pas tranché net, N-E-2-T-E, même s'il s'agit de la gorge. Voilà. Et on peut aussi constater que dans ce paragraphe-là, on parle de paysans, de bas peuple, on s'y intéresse un tout petit peu. Et qu'est-ce qu'on peut en retenir? 3 choses principales. D'abord qu'ils ont été massacrés, il y a vraiment de rares rescapés, donc l'intervention du héros, même si elle était brillante, n'a pas permis de sauver non plus grand monde. On peut aussi noter que ils se remettent quand même assez vite, tout de suite, passé le drame, ils entonnent d'un chant de victoire, super, dans la joie et la bonne humeur. Et enfin, on constate que l'alcool n'est jamais loin. Ils sont ivres morts de joie, on sait pas exactement ce que ça veut dire, mais franchement c'est drôle aussi. Dans le paragraphe suivant, on retourne sur notre personnage principal, et on a un nouvel indice sur sa personnalité. Il est insensible aux louanges. On peut légitimement se demander pourquoi. Est-ce qu'il s'en fout? Est-ce que c'est parce qu'il est déjà occupé ailleurs? Le doute est permis. Et honnêtement, c'est fait exprès de la part des auteurs. On laisse le lecteur se faire un avis sur notre personnage, en le découvrant peu à peu. La vision aquiline. On parle normalement d'un nez aquilin. La vision aquiline, c'est rapport à l'aigle. C'est toujours sympa de placer des mots assez peu connus ou assez peu maîtrisés. Puis en plus, ce mot donne un petit cachet un petit peu ancien, encore une fois, comme par exemple quelques lieux un petit peu derrière, et pas mal d'autres exemples tout au long du chapitre. Le but, malgré le ton décalé, est tout de même de se sentir au Moyen-Âge. Et puis on peut aussi noter que Roland Desmécaniques est tellement balèze qu'il est même capable de voir à des kilomètres et à comprendre des trucs de fou. Genre il repère un complot à plusieurs kilomètres de distance, il comprend ce qui se passe. Quand même, cet homme-là a limite des pouvoirs surnaturels, on est d'accord. Puis mine de rien, ce paragraphe permet aussi d'illustrer qu'il existe des complots, de se balader un petit peu géographiquement dans ce monde, de le peupler, bref, de donner la vie à ce monde. Dans le chapitre suivant, on insiste encore un peu plus sur les capacités extraordinaires de Roland. En quelques enjambées à peine, il parcourt plusieurs kilomètres, il roue de coups les intrigants tout en les ligotant fermement. Je vois pas bien comment c'est possible, mais bon, a priori, lui sait faire. Et surtout, donc, on a un sentiment d'efficacité totale de la part du héros, qui commence à être vraiment assez clair. Dans l'heure suivante, il s'occupe de 4 autres complots de ce type-là. Le gars est franchement efficace, c'est le mot je crois. Et effectivement, le paragraphe suivant le confirme, on accélère encore le rythme. On comprend que ce chapitre est en forme de montée. On passe de quelques paragraphes pour décrire l'épisode du dragon, à quelques lignes seulement pour décrire celui du complot, à une seule ligne pour 4 nouveaux complots, et enfin à 4 lignes pour décrire des actions qui prendraient des semaines, des mois, à une armée entière. Mais non, Roland Desmécaniques est juste prodigieusement efficace. Et à côté de ça commence à naître un doute tout de même. Mater une révolution, pourquoi pas? Très bien. Mais en massacrant la quasi-totalité de la population, en violant la jante féminine qui lui convient, c'est quand même surréaliste. Et ça fait même naître 2 doutes dans la tête du lecteur. Et encore une fois, c'est voulu évidemment de la part des auteurs. Un premier doute à propos du personnage principal. Qui est-il vraiment? Est-ce que c'est un psychopathe? Et un autre doute à propos de l'œuvre en elle-même. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris, on est vraiment dans quelque chose d'humoristique, qui va jouer avec les codes, qui va jouer avec le rythme, avec la langue, avec les situations, avec les personnages, avec la crédibilité des événements. Quelque chose qui va surprendre. Le lecteur commence à le comprendre. À noter au passage une nouvelle petite touche pour que le lecteur se fasse une meilleure idée de la situation pour le peuple dans ce royaume. En quelques mots à peine, on sent tout de même la maladie, la misère, la rudesse du quotidien, sans avoir à le décrire plus longuement ou plus explicitement, ce qui serait sûrement un petit peu lourd. Ça aurait tendance à désamorcer l'intrigue, à désamorcer le chapitre, à désamorcer le rythme. Tiens, d'ailleurs, vous l'avez vu passer celui-là, le petit jeu de mots, fertiliser sur le champ. Bon, et enfin, dernier point sur ce paragraphe, on peut noter que c'est très cynique. On parle pas de violer, on parle de participer à l'effort de repeuplement, si ça c'est pas cynique. Et donc cette histoire a l'air amorale, en plus du reste. En tout cas, les auteurs préparent clairement le lecteur à l'idée qu'il faut se préparer à tout. Bon, puisqu'on est sur un gag de montée en puissance et de changement de rythme, et qu'on est dans le geste de Roland, ça va aller encore plus loin, bien sûr. Si possible, un petit peu trop loin. C'est ce à quoi s'attache l'avant-dernier, ou pénultième paragraphe. La nuit et le lendemain, il fit le même genre de choses dans 2 autres royaumes, et s'occupa de la compta et des poubelles pendant les temps morts. Vous avez remarqué, notre héros ne dort jamais. À noter encore ce gros gag bien anachronique qui s'occupe de la poubelle et de la compta. C'est amusant. Et enfin, pendant les temps morts peut faire sourire aussi, vu qu'en gros, quand le type est pas en temps mort, il sème la mort. Et donc voilà, on peut maintenant légitimement se demander si le type est un maniaque ou juste un militaire qui fait son travail. On n'est pas bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que lui ressent la satisfaction du devoir accompli. On peut noter qu'il se met en route vers son domaine. Et juste avec cette information, on comprend qu'il a un chez lui, qu'il a une vie, que c'est un noble et qu'il possède un domaine. Et donc pour finir ce paragraphe et ce chapitre en beauté, une grosse connerie.
Enfin, avec la satisfaction du devoir accompli, il se met en route vers son domaine, défiant son cheval à la course, parce qu'il est même pas fatigué, tout en sifflotant d'insouciante polyphonie. Voilà, on a bien disséqué tout ça. Comme promis, on va juste faire quelques remarques un peu plus générales avant de se quitter. Ce chapitre était un bon exemple de comment faire passer énormément d'informations au lecteur en très peu de temps, en l'occurrence en une grosse page. Mine de rien, on a eu le temps de faire connaissance avec notre héros, de le voir œuvrer, d'estimer l'étendue de ses forces et de son efficacité. On a eu quelques indices sur la vie de ce personnage, et même sur sa personnalité. On a également découvert un monde a priori complexe, hostile, instable politiquement, où les guerres font rage, où il vaut clairement mieux ne pas faire partie du peuple, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. On a eu le temps de se balader, dans des villages, dans le pays, et même dans plusieurs royaumes différents, et tout ça en une seule page. Et c'est vraiment le but de cet extrait, de ce chapitre. Il s'agit du deuxième chapitre du livre, de l'entrée en scène du personnage a priori principal, puisque son nom apparaît dans le titre même de l'œuvre. Il s'agit de découvrir le monde, l'histoire, le contexte, l'atmosphère. Il y a donc beaucoup de contexte et d'informations à faire passer, sans pour autant trop alourdir la chose et noyer le lecteur. Et il s'agit d'un équilibre jamais facile à trouver pour un écrivain. Et on peut remarquer que le choix qui a été fait, ici, a été d'écrire efficace, court, dynamique, en allant à l'essentiel, en prenant des raccourcis, en plaçant de petits indices, marqués, évocateurs, aux bons endroits, et de le faire avec une narration omnisciente, qui permet de sauter facilement d'un endroit à l'autre, d'un personnage à un autre. Autre remarque, en fait, si on y réfléchit, ce chapitre est une sorte de scène d'action, à la Marvel, à savoir charismatique, spectaculaire, outrancière. Sauf que là, c'est exagérément outrancier. Le contraste avec le titre, Encore une journée à l'usine, évocateur de calme, d'ennui et de routine, est donc satisfaisant. Profitons de l'occasion pour souligner le vocabulaire guerrier et étroitement lié à la violence qui émaille tout le paragraphe. On parle de monstrueuse, d'enfer, de fournaise, de carnage, macabre, épée, pisser le sang, trancher net, rescapé, ivre-mort, hymne, roué de coups, fermement, mater la révolution, massacrer, épargner et même temps mort. Ça pose carrément l'ambiance. À noter d'ailleurs, les actes les plus barbares ne sont que très peu décrits. Ils sont évoqués ou paraphrasés. Le but n'est pas non plus de faire dans le gore. On ne tue pas par exemple en direct le massacre du dragon. Les villageois meurent de manière presque festive, pourrait-on dire. Massacrer une population, ça reste assez léger, et violer à tour de bras, c'est presque poétique, voire même d'utilité publique. Tout cela crée encore une fois un fort décalage avec le titre, Une journée à l'usine, et plus précisément Encore une journée à l'usine, qui laisse penser qu'en fait il s'agit juste du quotidien pour ce royaume. Et on peut légitimement s'attendre à pas mal d'horreur, d'humour noir et de cynisme dans la suite de l'œuvre. On comprend d'ailleurs aussi que l'œuvre ne sera pas réaliste, historiquement parlant, pas à prendre au sérieux. Il y a des dragons et plein d'autres indices qui nous le laissent penser, comme les actions de Roland, la compta et les poubelles par exemple, le popcorn, le brushing, et même le ton en général employé par les narrateurs, qui le laissent penser. Et concernant notre héros, puisque les auteurs nous l'ont imposé de force, eh bien il s'agit d'une simple journée à l'usine pour lui. Et on peut imaginer l'état de dévastation du royaume après plusieurs semaines, plusieurs années de travail de sa part. C'est effrayant, c'est vertigineux, peut-être malaisant, mais c'est amusant, c'est voulu. Pour finir, on peut dire que normalement, un tel chapitre donne envie d'en voir plus, en commençant à lever le voile sur ce monde et sur cette histoire. Il doit intriguer, donner envie d'en savoir plus. En tout cas, c'est ainsi que l'ont imaginé et l'ont écrit ces auteurs. Allez, on pourra en parler pendant des heures, mais pour ma part, je m'arrête là. Vous avez aimé? Vous avez repéré des fautes? Vous avez des idées pour améliorer le tout? Vous voulez en parler entre vous? M'encourager, me donner des conseils ou me poser des questions? Avec plaisir. Les commentaires en dessous de la vidéo servent à ça. J'espère que ça vous a plu. Attendez-vous à d'autres épisodes de ce format, plutôt régulièrement, sur cette œuvre et sur d'autres. À bientôt. Portez-vous bien. Bisous.